C'est parti. Alors, je suis désolée pour ceux qui sont en postprandial. On va aborder avec le professeur Joël Ancry la question des personnes âgées, des troubles psycho-intellectuels, 50 ans d'évolution des pratiques. Alors, j'ai demandé au docteur Ancry, que je connais depuis longtemps, de piocher dans ses souvenirs, et nous avons la chance d'avoir avec nous un professeur émérite, professeur de gériatrie et de santé publique à l'unité de formation et de recherche de la santé de Paris, l'unité Simone Veil de Saint-Quentin-Versailles, ex-chef de service du centre de gérontologie de l'hôpital de Sainte-Périne. À l'époque, je l'avais rencontré et nous avions travaillé sur un PHRC concernant la qualité de vie des personnes âgées, à l'époque où c'était un gros mot de dire que âgé et qualité de vie pouvaient être mis ensemble. Et puis, qui travaille aussi à l'unité de recherche, vieillissement et maladies chroniques, approche épidémiologique et santé publique. Il est aussi président du comité scientifique de l'ANSEM depuis janvier 2022, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Il est aussi conseiller national de la directrice de l'Île-de-France de l'ARS et est le président scientifique de la banque Alzheimer. Quand je lui avais demandé comment je te présente, il m'a dit « Tu dis professeur émérite de gériatrie et de santé publique ». Alors, il va nous raconter ses souvenirs et je ne sais pas si aujourd'hui ce sera le Georges Clooney de la gériatrie. Souvent, il a des lunettes noires. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on aura le MIB, Men in Black, de la gériatrie, de la santé publique, qui va nous raconter avec certainement bienveillance, expertise, sagacité et autres, vous verrez bien, une aventure humaine et scientifique. À toi, Joël. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui et je suis ravi d'être à Limoges. Ça fait très très longtemps que je n'étais pas venu à Limoges. Merci Elisabeth, merci aux organisateurs qui m'ont convié, qui m'ont donné cette opportunité de vous raconter un peu ma vie. Finalement, c'est ça un émérite, hein, c'est un monsieur à la retraite. Alors c'est un titre, c'est vrai, mais quand même, c'est un monsieur à la retraite. Et si elle vous fait une allusion sur Georges Clooney, c'est parce qu'il y a une photo qui circule sur Internet où je suis comme la photo de Georges Clooney avec en dessous de mon nom, de ma figure, Epidemio What Else. On pourrait faire aussi Géronto What Else. Donc voilà pour la petite allusion. Et je suis aussi également ravi de revoir Elisabeth, que je n'ai pas vue depuis longtemps. Donc je vais essayer de vous parler de cette évolution. Et tchoup, 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 il est où le diaporama? Voilà. Mais c'est bon, c'est bon. C'est bon. Donc, je ne vais pas vous faire la présentation, tout est fait. Donc, 50 ans d'évolution des idées et des pratiques. Vous m'entendez bien, là? Je me rapproche du micro. 50 ans d'évolution des idées et des pratiques. Alors, que les choses soient claires, je ne suis pas un historien. Hein. Je ne suis pas un historien. En fait, je vais vous raconter un peu ma vie telle que je l'ai vécue depuis 50 ans, en exagérant un tantinet, puisque en 73, j'étais encore étudiant en médecine. Hein. Mais bon, c'est quand même l'année, je passais l'internat en 74. Donc, c'était quand même une époque où on s'intéressait aux choses. Et je vais vous raconter ça. Alors, avant ça, comme toujours, Elisabeth vous a fait part de mes fonctions actuelles et passées. En termes de conflit d'intérêts, il n'y en a pas. Et s'il y a quelques curieux parmi vous qui ont envie de savoir exactement tout ce que je déclare, bah, il y a les fameux DPI, Déclaration des personnes d'intérêt, que vous pouvez trouver sur le site de santé.gouv. Voilà. Alors, quand on a parlé de ce titre autour de ces 50 ans d'évolution, je me suis demandé si, parce qu'on avait quand même parlé de démence, de maladie d'Alzheimer, de troubles cognitifs, je me suis demandé si finalement ce qui allait se résumer, est-ce que c'est pas ça, c'est-à-dire du ginkgo biloba aux anticorps monoclonaux,
MAB. Et finalement, si oui, pendant ces 50 ans, on est passé de ces deux façons de voir les choses, au moins sur un plan thérapeutique, mais j'y reviendrai, ne vous inquiétez pas. Alors pour essayer un petit peu de rappeler ces années 70, c'est un peu un petit contexte qui va peut-être intéresser les plus jeunes et qui va rappeler des souvenirs aux plus âgés, un peu de nostalgie peut-être. Et je vais vous resituer un peu le contexte. En 73, je l'ai fait à la façon de Georges Perec. Alors Georges Perec, je pense que beaucoup de gens le connaissent. C'est un écrivain français qui est mort en 82, qui a écrit d'excellents bouquins, dont un, vous connaissez certainement, qui est La disparition, qui est un livre de 300 pages quasiment, sans la lettre E, et qui avait aussi, je le conseille à tous les étudiants en médecine, écrit un article sur le lancer de tomates, sur la Cantatrix sopranica, qui était une parodie d'articles scientifiques, parce que Georges Perec, avant d'être écrivain célèbre, était documentaliste à l'INSERM. Donc, je me souviens, c'est un peu ça, ma façon de raconter l'histoire, c'est je me souviens. Alors, dans ces années-là, en 73, je me souviens, c'est déjà qu'on n'était que 52 millions en France et qu'on était 3,7 milliards dans le monde. Regardez ce qu'on est aujourd'hui. Hein. En 50 ans, on a vachement progressé au niveau de la population à la fois nationale et mondiale. Que les 65 ans et plus ne représentaient que 14% plus proche. Attendez. Que les 65 ans et plus ne représentaient que 14% de la population et qu'il y avait déjà des prévisions démographiques. Prévisions démographiques, alors je ne sais pas si vous avez arrivé à lire ce qui est marqué dans la petite vignette, mais je vais vous le lire. Ce chiffre est un chiffre qui va atteindre son maximum dans les années 80 et on pensait qu'après, ça allait rediminuer. Donc toujours faire attention aux projections, aux prévisions. On peut se planter d'un côté comme de l'autre. Bon, alors c'était l'époque où on n'avait pas d'ordinateur, on n'avait même pas de Minitel à l'époque. Et j'aime bien raconter ça parce que c'est aussi une époque en France, pour les plus anciens, mais je crois que je suis le plus vieux de tous, on ramait pour avoir un téléphone fixe. Et puis il y avait le fameux, quand on partait en vacances, d'appeler nos parents en PCV. Et donc Giscard, pour un point de vue national, allait succéder à Pompidou en 74. 73, c'est aussi l'année du choc pétrolier, je ne vais pas insister là-dessus, c'était une époque importante puisque ça va entraîner des conséquences économiques et les conséquences économiques vont jouer sur notre système de santé. Les années 70, c'est aussi des problèmes de mouvements sociaux, ça n'a jamais changé. On a toujours eu ça dans notre pays, et que ce soit il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 200 ans, et probablement dans 2 siècles aussi. Et puis, il y avait tout l'accueil des boat people d'Asie du Sud-Est. Donc, 73, une année particulière. C'était aussi une année particulière, alors ça je l'ai mis parce que je suis allé voir ce spectacle. C'était les accords de Nixon et de Zhou Enlai en Chine. Et maintenant, c'est un opéra. Je l'ai vu il y a un mois à l'Opéra Bastille. C'est quand même une drôle de façon de se revoir sa vie. On a vécu des événements historiques et puis on les revoit sous forme de spectacle. Alors je me souviens en médecine, il y a eu le numerus clausus, je me souviens de l'internat qui était un concours au niveau des CHU, même pas des régions, les discussions sur la réforme de l'étude médicale, et là encore, on avait des discours complètement alarmistes, qui étaient, il y a trop de médecins. Il y a trop de médecins. Moi, j'aimerais bien un jour que tous les gens qui avaient fait cette prévision soient dans un débat actuel avec nos déserts médicaux. Et il y a trop de médecins et qu'il fallait trouver un système et où il fallait réduire, avec ce fameuse explication de nos amis économistes, qui est si on réduit l'offre, on réduira le coût. Hypothèse qui s'est avérée complètement fausse. Mais c'est aussi l'arrivée du scan. Moi, je me souviens très bien la Pitié quand le premier scanner est arrivé. Et qu'on faisait la queue, et c'était le professeur Metzger à l'époque, et on faisait la queue pour avoir un scan jusqu'à 3 heures du matin, parce que c'était pas possible d'avoir autrement, il y avait qu'un seul scanner dans toute la Pitié-Salpêtrière. Puis après l'IRM, et puis après les progrès de tous les sorts, je vous les donne un peu de façon un peu générale. Je me souviens également à l'hôpital qu'il y avait une loi hospitalière, c'est la loi de 70,
Et puis que progressivement nos services hospitaliers sont humanisés et que j'ai connu les salles communes, les salles d'hommes, les salles de femmes, avec un seul cabinet de toilette au fond de la salle commune. Et ça, c'est quelque chose qui heureusement a disparu. Et deux amis qui étaient, j'aime bien les rappeler ici, et qui avaient commencé les premières émissions de télévision autour de la santé, c'était Catherine Dolto, la fille de sa mère, et le professeur Jean-Paul Escande, dermatologue, qui a assuré une émission sur Antenne 2 à l'époque. Pendant ce demi-siècle, 28 ministres de la santé sont succédés. Ça fait compter sur 50 ans 28 ministres. Ça fait pas des durées de vie très importantes. Hein, c'est quelque chose. Alors là, je vais pas rentrer en détail sur toutes les réformes hospitalières qu'il y a eu. Hein. Ça part de quasiment celle de la loi hospitalière, la première loi hospitalière de 70, pour arriver au Ségur de la santé, tout à fait récent, il y a 2 ans. Donc vous voyez qu'on est dans un contexte un peu particulier et dans lequel aussi on a vécu durant ces années-là des grands épisodes majeurs et qui nous ont rappelé, qui nous ont modifié un peu les pensées, qui nous ont rappelé aussi qu'il y avait une chose qu'on ne pensait pas vraiment, on pensait que c'était fini, les maladies infectieuses. Et malheureusement, on a vu apparaître toute une série le sida, bien entendu. On a vu des actions positives, hein, qui étaient l'éradication de la variole. On a vu également la maladie de Creutzfeldt-Jakob avec l'étiologie possible avec l'encéphalopathie bovine, et puis les grippes aviaires, etc. Pour arriver, bien entendu, je ne veux pas insister sur le Covid de ces dernières années. Dernier point que je voudrais simplement rappeler aussi, qui nous concerne sur le plan des populations âgées, il y a eu quelque chose en 2003, qui s'appelle la canicule. Et je vous rappelle que quand même, ça a entraîné 15 000 morts en 15 jours quasiment. 15 000 morts en 15 jours, et qui était un événement qui aurait pu être prévisible, mais qu'on n'a pas prévu. Et surtout, on s'est aperçu que notre système n'était pas prêt à faire face à un tel problème de santé. Bien entendu, tout ça, c'est dans un contexte. Tout à l'heure, j'évoquais l'économie, et là, j'ai parlé des chocs pétroliers, et là, je vous rappelle simplement toutes les crises économiques qu'on a eues jusqu'à la guerre en Ukraine de 2022, et le fait que quasiment nous sommes dans un problème très très important en matière économique, et donc retentissement sur le système de santé. Vous voyez que on a des crises financières, on a des crises pétrolières, on a des ralentissements de l'économie chinoise. Enfin, tout ça se conjugue, qui fait que on peut pas essayer de penser à un problème de santé sans essayer de le remettre dans un contexte général, qui est à la fois de l'organisation sanitaire, qui elle-même dépend de l'organisation politique, de l'organisation économique, et tout ça retentit. Néanmoins, d'un point de vue historique, la durée de vie n'a jamais été aussi longue et l'état de santé des populations aussi bon. Et ça, je prends un article de Nature, qui est une grande revue que vous connaissez, qui avait écrit cet article, et c'était Vaupel en 2010. C'est vrai. On a toute cette vision un peu catastrophique que je vous ai présentée, et on se retrouve devant des gens qui vivent très longtemps et qui de façon importante, et dont l'état de santé n'est pas si mauvais que ça. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails on a poussé vers les âges les plus extrêmes les problèmes de santé, sur la compression de la morbidité vers les âges les plus avancés. Parce qu'en fait, les changements, c'est ça qui s'est apparu. C'est cette fameuse transition démographique qui a conduit au vieillissement de la population, des populations en général, la transition épidémiologique qui a vu, malgré ce que je disais sur les maladies émergentes infectieuses, quand même, c'est les maladies chroniques qui deviennent prévalentes de façon très importante. Et puis, la conséquence de tout ça, c'est ce qui est en cours en ce moment et qui on essaye d'y répondre, ce que j'appelle la transition sanitaire. Alors peut-être d'autres l'appellent différemment, c'est-à-dire la restructuration de notre système de santé, de notre système de soins, pour pouvoir répondre aux besoins actuels de ces populations.
Alors je disais qu'on vit longtemps, c'est vrai, on vit plus longtemps, c'est vrai. Quand on regarde l'espérance de vie, même des années récentes, vous voyez que ça augmente toujours. Là, vous avez les résultats pour l'Île-de-France et pour la France entière, chez l'homme et chez la femme, et même avec les petits creux qu'on a eus sur la canicule ou sur le Covid, eh bien, vous voyez que la pente est toujours ascendante, et c'est une bonne chose. Et c'est une très bonne chose. Alors, vous allez me dire, tout ça, c'était pour planter un peu le décor. Dans ce décor-là, il y avait une problématique qui était les troubles psycho-intellectuels. Et qu'est-ce que c'est, ces fameux troubles psycho-intellectuels par rapport à ce que nous appelons aujourd'hui la maladie d'Alzheimer? Alors, je fais exprès parce que le langage de l'époque, et je m'en souviens très bien, donc je vous disais que je ne faisais pas un travail d'historien, je suis pas allé chercher dans les textes, etc. Mais comme à l'époque, on essayait de cataloguer les troubles des personnes vieillissantes et qui avaient des troubles à la fois sur le plan psychologique et sur le plan cognitif. Qu'est-ce qu'on disait dans ces années-là? Moi, je disais que, alors ça c'est moi qui dis comme ça, pas grand-chose finalement. Pas grand-chose. Les neurologues, à part quelques-uns, et ils se comptent sur le doigt d'une main, j'exagère pas, au niveau national, s'intéressaient pas du tout à ça. Je sais que je suis dans un milieu psychiatrique ici, mais je pense que la psychiatrie, non plus, j'y reviendrai, ne s'est pas beaucoup intéressée. Qu'il y avait quelques médecins de long séjour qui n'étaient pas encore gériatres parce qu'il n'y avait pas encore les enseignements, les qualifications pour ça, et qui prenaient en charge des sujets, des vieillards. On les appelait des vieillards, qu'on cataloguait en semi-valides, en valides, semi-valides ou invalides, et qui avaient perdu la tête. C'était comme ça dans les années 70, hein. C'était comme ça. Et quand je reprends même ma propre expérience à la Salpêtrière, qui est quand même un des grands temples de la neurologie, la maladie d'Alzheimer a été enseignée dans mon polycopier d'étudiants, quelques lignes, je crois qu'il n'y en avait même pas 4, pour dire qu'il y avait une démence présénile qu'on appelle maladie d'Alzheimer. Et puis surtout le problème, c'est que le vocabulaire tournait autour de sénilité, vieillissement, normalité, cerveau sénile, naufrage de la vieillesse. Et je rappelle toujours à cette occasion que cette fameuse phrase du naufrage de la vieillesse qu'on prête au général de Gaulle, il l'avait dite pour le maréchal Pétain. Et donc, les premiers travaux qui ont eu lieu, c'était sur ces fameux troubles psycho-intellectuels aux confins de la dépression du sujet âgé et des troubles amnésiques. Cette sénilité, c'était pour moi un fourre-tout de la méconnaissance. Le terme démence sénile était connu, puisque même depuis Alzheimer il était connu, mais était utilisé à outrance par tout le monde à l'époque. Et ça correspondait pas du tout à un diagnostic médical, mais vraiment, on considère que c'était un fourre-tout. Quand on savait pas, on disait il a plus de 60 ans, donc c'est de la sénilité. À tel point que si vous retrouvez quelques articles de cardiologie, vous voyez qu'on parlait du cœur sénile. Parler de cœur sénile aujourd'hui, je pense que ça choquerait beaucoup de cardiologues parmi nous. Et c'était des termes qui étaient tout à fait utilisés de cœur sénile. Mais cette sorte de croyance qu'il y avait envers la sénilité dicta longtemps à tous que la détérioration des conditions mentales était normale en cas de personne âgée. Et donc, finalement, on est arrivé à un glissement sémantique entre la sénilité et la démence, et que finalement, tout ça, c'était à peu près pareil, et que la réponse devait être que sociale. Et donc, ça posait bien tout le problème de la distinction, et ça a été le développement aussi de toutes des théories au niveau du vieillissement, c'est la distinction entre les maladies liées à l'âge avancé et les maladies liées à la sénescence. Et ça, c'est la vraie difficulté, et ça reste toujours une difficulté, parce qu'en fait, finalement, toutes les maladies sont liées à l'âge. Mais moi, j'aime bien le vocable des anglo-saxons qui parle de age-related, lié à l'âge, et aging-related, lié au vieillissement. C'est-à-dire, en fait, il y a des phénomènes qui sont en pic. Si je prends la sclérose en plaques, c'est une maladie qui est liée à l'âge. Elle commence rarement avant 20 ans. On en voit peu après 40 ans. Il y a une sorte de pic à ce niveau-là, et c'est peut-être plus une maladie liée à l'âge. Et les maladies liées au vieillissement voudraient dire qu'elles n'ont pas de limite.
et que ça continue. En fait, il y a deux processus fondamentaux de la sénescence qui vont prédisposer aux maladies. Et puis, il y a les maladies vieillissement chronologique qui vont être la conjonction d'une susceptibilité génétique, dont l'expression est tardive, et de la lente action des facteurs environnementaux. Donc tout ça pour vous dire que ce débat est un débat qu'on peut toujours encore avoir, mais que finalement c'est assez complexe, et que quelquefois tous ces débats sont de distinctions assez théoriques. Les organes touchés sont nombreux, ça vous le savez, c'est la polypathologie chronique, les conséquences fonctionnelles, ça vous le savez, c'est les incapacités dans les activités de la vie quotidienne, et puis il y a cette notion de fragilité dont on parle encore plus depuis les années 2000, c'est-à-dire que de savoir qu'on a une diminution des réserves dans la plupart des systèmes physiologiques qui fait que nous sommes plus capables de nous adapter à des stress endogènes ou exogènes. Donc à partir de ce moment-là, on devient plus vulnérable. Alors tout ça est lié. L'exercice n'est pas facile parce que je fais des allers-retours en permanence. Il y a ces débats-là, et puis il y a un débat qui date depuis 1907, qui était l'arrivée d'Alzheimer, l'arrivée de Madame Auguste Diener, qui était relativement jeune, avait une 50aine d'années quand elle a été soignée par Alzheimer. Ça, vous le savez, je vais aller très vite là-dessus. Mais le point sur lequel je voulais insister, c'est-à-dire qu'en fait, le patron d'Alzheimer, je crois que c'est son patron, qui était un grand psychiatre, qui était vraiment l'autorité en matière de psychiatrie à l'époque, qui était Kraepelin, qui avait, au bout de 4 ans, mis son label en disant il y a une maladie d'Alzheimer, c'est une démence présénile, et il reconnaît cet âge précoce comme étant la maladie. Et quand ils meurent tous les deux, l'un après l'autre, dans les années 15 puis 26, Alzheimer c'est en 15, eh bien finalement cette maladie tombe un peu dans l'oubli, et elle va continuer comme ça dans l'oubli jusqu'aux années à peu près 80. Donc, ça rejoint mon polycopier de la salpêtrière, c'est-à-dire la maladie d'Alzheimer, une démence présénile, une maladie neurodégénérative grave, rare, survenant au milieu de la vie. Et deuxième étape, c'était 76. 76, on voit arriver deux choses en fait qui arrivent. En 76, il y a un essor de la microscopie électronique qui fait que les fameuses lésions que décrivait Alois Alzheimer, on peut bien les voir avec, j'allais dire, une définition plus importante de l'ultrastructure de ces lésions. Et vous voyez, là, vous avez une microscopie électronique, et à côté, vous avez les dessins des élèves d'Alzheimer. Je trouve que finalement, il y avait déjà une bonne définition des choses, et donc vous retrouvez les images classiques que vous connaissez. 76, c'est aussi un deuxième élément qui avait fait grand bruit à l'époque. C'était ce neurologue Robert Katzmann, qui publie un article dans les Archives of Neurology, qui est le JAMA Neurologie maintenant. Si je ne me trompe pas, oui, les archives sont devenus le JAMA, et qui dit c'est de la bêtise. J'allais dire un vilain mot. C'est de la bêtise tout ça. Il n'y a pas avant ou après l'âge. Il y a une seule maladie qui englobe l'ensemble. La maladie d'Alzheimer, qu'elle soit sénile ou présénile. Et il dit, vu les prévisions que l'on a dans les années à venir, eh bien, on aura des gros problèmes. Alors, toujours dans ces années-là, on commence à explorer un petit peu les hypothèses, des mécanismes. On essaye de voir l'hypothèse cholinergique, vous la connaissez, elle a été défendue parce qu'on savait que la mémoire à court terme des mammifères dépendait de la transmission cholinergique. C'est ce qui a donné le nombreux essais cliniques avec ces fameux médicaments que vous connaissez tous, qui ont eu leur AMM, comme ils avaient eu leur autorisation de marché aux États-Unis. Ça nous ramène quasiment aux années 90. Alors sur ce phénomène-là, sans rentrer dans le détail, on a continué à mieux comprendre les
problèmes, tant au niveau de l'amylose qu'au niveau de la protéine tau, avec des débats très classiques entre les tenants de la cascade amyloïde qu'on appelle les baptistes et bêta-amyloïdes, et les taoïstes qui eux étaient beaucoup plus certains, mais ce sont des débats qui continuent encore, et vous allez voir qu'on continue à avoir, en particulier quand qu'on s'intéresse aux problèmes thérapeutiques. Puis parallèlement, de nouvelles entités nosologiques sont apparues, on a mieux compris certaines choses, on a démembré un peu ce fourre-tout de démence sénile en maladie d'Alzheimer, des démences à corps de Lévy, des démences frontotemporales. On a défini une étape antérieure qui serait le Mild Cognitive Impairment. On a défini, bon, vous les avez tous, vous les connaissez par cœur, et je ne vais pas insister. Donc l'idée, c'est de dire que tout ça évolue, et donc derrière, les classifications évoluent. Et quand on regarde un petit peu l'histoire, dans la première classification du DSM, il n'y avait pas du tout ni de terme de démence, ni de maladie d'Alzheimer. En 68 apparaît le démence sénile et présénile. Il faut attendre 2080 pour que le DSM-3 et le revisité de 87 parle de définition de la démence. Et puis, on arrive à une définition de la maladie d'Alzheimer en 1994, qu'on retrouve après dans le DSM-4, et je vous dirai un mot sur le plus récent, qui est le DSM-5. Je vous ai mis à côté, entre ces moments-là, c'est aussi un petit truc dont je vais reparler, qui est un test que vous connaissez tous parfaitement, que le test de Folstein, mais aussi la classification des deux sociétés, de l'ENIN-CDS ADRDA, à la fois neurologique et gériatrique, et aussi le fameux inhibiteur de la cholinestérase, la tacrine, la tétrahydroaminocridine, c'est la fameuse publication de Sommer dans le New England en 86, qui avait montré qu'en particulier, un des patients s'était remis à jouer au golf. Mais en 87, on commence à mieux comprendre la génétique le précurseur de l'amylose sur le chromosome 21, là pour eux en 93. Tout ça pour vous montrer que dans ces 50 années, dans toutes ces années-là, viennent se mélanger à la fois des éléments scientifiques, des éléments idéologiques, des éléments organisationnels. Et on arrive bien sûr au plus récent, c'est la classification du DSM-5, qui, lui, va faire disparaître le mot démence pour parler d'atteintes neurocognitives qui sont considérées comme un groupe d'atteintes acquises dans lequel un déficit clinique primaire est observé sur une ou plusieurs fonctions cognitives. Donc, même dans la définition de la version la plus récente, celle de 2022, qui est le DSM-5-TR, il n'y a pas de véritable changement par rapport à ça. Alors, je ne vous passe pas les critères diagnostiques DSM-5, vous les connaissez. Mais les questions persistaient toujours. C'était toujours les mêmes questions. Est-ce que c'est sûr que c'est une maladie ? Est-ce que vous êtes sûr ? Et moi, je très souvent entendu de la part des collègues, de la part des patients, des familles, vous êtes sûr que c'est une maladie ? Est-ce que c'est pas simplement qu'il est vieux, hein ? Et donc le questionnement était en permanence, d'autant que derrière il y avait aussi toutes des séries de revues, de bouquins qui essayaient de critiquer même la notion de cette maladie. Il y avait l'évaluation de la prise en charge, qui était une question, finalement, vos médicaments, est-ce qu'ils servent à quelque chose ? Et je peux vous dire, par mon expérience personnelle, je me souviens quand on a commencé à avoir la tacrine, d'un représentant de l'assurance maladie qui venait me dire exactement ce que je viens de vous dire là, mais monsieur Ancry, vous êtes sûr que c'est une maladie et que le traitement, ça sert à quelque chose. Donc, vous voyez qu'on se retrouve dans une situation un peu particulière, et dans lequel aussi, il y avait aussi toute l'évaluation des thérapeutiques non médicamenteuses, dans lequel se pose essentiellement le problème des méthodologies pour pouvoir les aider, pour pouvoir les évaluer. Et puis, bien entendu, comment on pouvait aider les aidants. Et dès 84, il y a eu le premier thème, il y a eu en 84 un truc qui s'appelait les Assises nationales des personnes âgées. Aux Assises nationales, donc vous voyez, 84, je pense que un certain nombre d'entre vous n'étaient presque pas nés, ou très petits, très jeunes, comme ma voisine.
Et donc, mais il y avait cette préoccupation de l'aide aux aidants. Vous voyez que l'aide aux aidants, c'est toujours une préoccupation aujourd'hui. Et que les années passent, 40 ans passent, et qu'on est toujours dans les mêmes problématiques, les mêmes questionnements. Et bien entendu, sur les questionnements des organisations et des structures de prise en charge, face à un système qu'on connaît, notre système très particulier, ça c'est le système français, qui est un système fragmenté et peu coordonné. Cette question-là était vraiment quasi politique. Il y a eu dans les années 90 une sociologue qui s'appelle Anne Robertson qui avait publié un papier sur la politique de la maladie d'Alzheimer. Et ce que j'ai entouré en rouge là, si vous le voyez, c'était en gros dire que tout ça c'était un problème de médicalisation, de biomédicalisation du vieillissement, et que c'était ces méchants médecins qui étaient en train de médicaliser un état physiologique. Et donc, on voyait ça. Et puis, venait se mettre derrière ça alors, comme toujours, quand on prend des éléments, on est un peu caricatural, de reprendre cette histoire que vous connaissez probablement de Sœur Marie qui faisait partie d'une étude de Snowden sur la non-study, l'étude des nonnes. En fait, toutes les sœurs étaient suivies par cette équipe de Snowden, et à la fin de leur vie, quand elles mouraient, on examinait leur cerveau. Et lorsque Sœur Marie meurt, alors qu'elle était le top du top, je crois qu'elle est morte à 102 ans, si je me souviens bien, elle donnait des cours d'anglais aux enfants du quartier, elle avait vraiment une action très, très, très positive. Disons qu'on dirait qu'elle était super sur le plan cognitif. Et quand elle meurt et qu'on analyse son cerveau typiquement Alzheimer. Alors je peux vous dire que Snowden s'est fait insulter dans la presse en disant qu'il savait pas lire les plaques, qu'il n'avait pas choisi les bons endroits, mais tout ça mettait des discussions en permanence. C'est-à-dire que on était, alors certes c'est important de douter dans la vie, moi je pense dubito ergo sum, mais mais ça mettait en permanence des allers-retours entre d'une part des connaissances, d'autre part des discussions, et voire même des livres grand public dans les années qui ont suivi. En 2008, le fameux bouquin de Peter Whitehouse que vous connaissez peut-être, Peter Whitehouse qui était un grand spécialiste de la maladie d'Alzheimer, c'était le référent OMS de la maladie d'Alzheimer. Le mec qui connaissait tout sur tout. Et il sort ce bouquin, Le mythe de l'Alzheimer, où il dit finalement, c'est pas une entité spécifique, on peut pas le séparer du vieillissement. Eh bien, il y a un continuum, et la vie, c'est un continuum. Et bon, c'est vrai qu'il y a des troubles cognitifs chez les vieux, mais finalement, tout ça, c'est un continuum, comme on peut avoir différentes choses. Et ça avait fait quand même aussi beaucoup de bruit. Et ça avait été relayé par un de mes amis et collègues parisiens, qui est Olivier Saint-Jean, qui avait sorti en 2018 le Alzheimer, le grand leurre. Le grand leurre, c'était à peu près, c'est pour ça que je le mets côte à côte, c'était à peu près la même théorie derrière. Et ça continue. Le Monde diplomatique, titre, grande revue, Le Monde diplomatique, une revue à ses côtés, Alzheimer, maladie politique. Maladie politique, tout ça finalement, vous avez une maladie qui a été créée par des médecins au profit de l'industrie pharmaceutique. Je crois que c'était les laboratoires à la manœuvre, c'est ce qui est marqué dans le petit au-dessus du titre Alzheimer. Donc vous voyez cet ensemble de choses. Pourtant, je ne les ai pas tous cités, mais il y a plein de travaux qui ont bien montré qu'il y avait des réseaux de dégradation qui différencient bien l'Alzheimer du vieillissement. Il y avait d'autres travaux qui ont montré également les liens entre le vieillissement qui est facteur de risque, c'est évident puisque c'est lié on a ça avec l'âge, mais qui pouvait aussi intéresser l'ensemble des choses. Je pense que je m'aperçois que je parle plus vite. Mais alors la question c'était, mais alors la psychiatrie, mesdames et messieurs les psychiatres, mes chers collègues, la psychiatrie. Alors quand on interroge les psychiatres, bien entendu, il dit, la psychiatrie s'est intéressée, et les aliénistes, dès le 19e siècle, s'intéressaient au vieillissement et aux pathologies du sujet âgé, aux pathologies mentales. Je cite là Pinel, on peut citer Charcot, qui est plus un neurologue, et un certain nombre de psychiatres qui ont
qui ont travaillé sur ces sujets-là. Mais on arrive quand même à faire en sorte que finalement, les psychiatres, c'est mon opinion, hein, je ne veux choquer personne, on considérait ce que je vous disais un petit peu au début. Bon, ok, il y a des choses, mais finalement, on va laisser ça à la neurologie et on va pas trop s'en occuper et on va même pas faire trop de recherches. Je caricature, bien entendu. Et alors, qui est-ce qui scoltinait ces fameux patients? C'était finalement les gens qui s'occupaient des personnes âgées et qu'on va appeler par la suite des gériatres. Hein, et ça va prendre plus d'ampleur, bien entendu, avec le vieillissement démographique, et je vous l'ai montré. Et finalement, moi, je sais pas parce que je suis ici, hein, je trouve qu'il y a une rencontre de deux disciplines. Une rencontre de deux disciplines, c'est que dans ces années 70, c'est vrai que la gériatrie ça commence à s'individualiser. Et parallèlement, l'offre psychiatrique aussi évolue. Et donc, on reconnaît quand même les spécificités, on reconnaît qu'il y a peut-être des mécanismes éthiopathogéniques, physiopathologiques qui peuvent être d'intérêt. Et c'est comme ça qu'on voit apparaître, fin des années 70, la section de psychiatrie de l'AG est créée au sein de l'Association mondiale alors ça je l'ai retrouvé, de psychiatrie en collaboration avec la division santé mentale de l'OMS. C'est à la fois relativement ancien, mais c'est relativement neuf aussi, parce que quand ces systèmes se créent, vous savez que ça met quand même de nombreuses années, voire des décennies, pour faire tache d'huile. À partir des années 80, d'autres sociétés savantes voient le jour, dont la Société de psychogériatrie de langue française, qui est là. Et puis, on commence à avoir des structures qui se développent au niveau des consultations spécialisées, des hôpitaux généraux, des équipes mobiles, des hôpitaux de jour. On va revenir après sur les consultations mémoire et surtout les UCC, les unités cognitives et comportementales, depuis les années donc 2012-2018, et qui font quelque chose qui me semble essentiel, et là je le dis avec ma triple casquette, et c'est essentiel que dans les UCC, il y ait une valence psychiatrique importante. Moi, je me suis en permanence battu pour que il y ait, dans toutes les UCC, il y a un minimum d'un mi-temps psychiatre. Eh bien, compte tenu du fait que ça court pas les rues, les psychiatres non plus, ça pose d'énormes problèmes, mais je pense qu'il y a une vraie question sur l'évolution des UCC. Et puis, les choses ont essayé de se développer. Mais parallèlement à ça, comme on est français, on aime bien discuter, on n'est pas assez pragmatique. Alors, on a fait des grands débats. Est-ce que c'est de la psychogériatrie? Est-ce que c'est la gérontopsychiatrie? Est-ce que c'est la psychiatrie des sujets âgés? Est-ce que c'est la psychiatrie du vieillissement? Bon, chacun va donner des définitions. Je me souviens d'un débat qui a duré une journée entière sur entre gérontopsychiatrie et psychogériatrie. Mais vraiment, c'est bon, le sexe des anges, c'est intéressant, mais pragmatiquement, qu'est-ce qu'on fait? D'autant que, on est passé de fameuses épidémies silencieuses, qui est le papier de Beck je sais plus quand l'année, en 82, à tout ce qu'on appelle maintenant le raz-de-marée, et qu'il fallait bien développer des choses pour essayer d'endiguer ce fameux raz-de-marée. Alors on a développé des tests diagnostiques, on a amélioré nos tests diagnostiques, on a développé l'imagerie, on a développé la biologie, on a développé les traitements, on a développé la prévention, on a développé les politiques de santé publique. Alors je vais aller très vite. Je ne sais pas pourquoi il marche tout seul. Je suis désolé. Attends, je suis dans le mauvais sens. Voilà, j'ai fait un... Je suis désolé. Surtout que je suis en haute. Ouais. Non, après. Non, avant. Voilà. On va y arriver. On a développé. Donc, on a développé toutes ces choses-là. Je voulais juste rappeler 75 sur les tests diagnostiques. Vous savez mieux que moi ce qu'il y a comme test diagnostic. Mais je voulais rappeler l'histoire parce que, et peut-être que les jeunes ne connaissent pas comment c'est fait. Ça va pas? Décaler suffisamment le micro. D'accord. Les jeunes connaissent moins bien peut-être l'histoire
et que je trouve assez exemplaire de monsieur et madame Folstein. Monsieur et madame Folstein, l'un était psychiatre et l'autre était interne en psychiatrie. Et devinez qui était interne en psychiatrie, la femme, bien entendu. Au début des années 70, ouais, il faut bien 30 ans un petit peu quand même. Dans les années 70, trouver un moyen rapide d'évaluer l'état cognitif des patients âgés. Et donc, ils prennent un certain nombre de choses qui étaient connues sur des fonctions cognitives, et puis ils ont l'intelligence non seulement de créer leur fameux test, je ne vais pas vous décrire, vous le connaissez mieux que moi, et ils vont le faire passer à 206 patients, et puis vont l'étudier, vont étudier sa validité, vont le publier en 75, et vont montrer qu'à la fois c'est un examen qui est pratique, qui est rapide, qui est valide, qui permet de suivre l'évolution cognitive, et qui est même tout à fait corrélé avec le WAIS, la WAIS qui était très utilisée, le Wechsler Adult Intelligence Scale, qui était très utilisé par les psychologues, qui est toujours très utilisé par les psychologues. Et il y a eu un succès mondial de ce test. Et moi, je dis quand même bravo au Folstein, parce que c'est ce qui nous manque dans notre pays. C'est ce qui nous manque de temps en temps. Tout à l'heure, je vous ai montré la choc pétrolier. Je ne sais pas si vous vous souvenez. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. On a toujours des idées en France, mais on les met pas en valeur. Et on ne se cherche pas à vraiment travailler les données de telle façon que ça puisse devenir un instrument reconnu. Et puis après, bien entendu, comme toujours, il y a toujours le phénomène de balancier. Cet examen est trop critiqué parce que il dépend du niveau d'éducation, il dépend peut-être du genre. Et alors, pour nos collègues outre-Atlantique, il dépend de l'ethnie. Et personnellement, je pense qu'ils confondent un petit peu ethnie et niveau d'éducation, et que probablement il y a une variable confondante dans ces aspects-là. Et puis il y a eu plein d'autres tests et surtout des évaluations neuropsycho. Et je sais que parmi vous, il y a des psychologues qui connaissent très bien tous ces tests, et je les ai pas tous mis, et qui ont développé des choses. Deuxième chose, ça a été le temps des explorations. On était parti du fait que on faisait pas de scanner. Vous croyez que c'était important de faire un scanner à un vieux dément? C'est important, ça? Non, ça sert à rien, le scanner. Ça sert à rien, l'IRM. Puis finalement, après, s'est développé à la fois sur l'IRM, sur les PET amyloïdes, des biomarqueurs qui ont permis d'affiner le diagnostic, aussi bien pour l'amyloïde PET que pour le tau. Et biologiquement, on a pu mettre en évidence. Ah oui. Et biologiquement, on a pu mettre en évidence. Voilà. On a pu mettre en évidence aussi des biomarqueurs au niveau du liquide céphalorachidien, et vous obtenez comme ça la fameuse courbe que vous connaissez, que vous avez tous vue, et de l'évolution. Mais je vous rappelle, je tiens à le dire parce que c'est le travail de Beck, c'est que c'est une courbe hypothétique. Hypothétique. À tel point que, je le répète, parce que quand on voit les gens prennent ça dur comme du fer, que c'est une réalité. Non, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse où vous voyez les choses évoluer, la place des examens aussi complémentaires, et qui vous conduisent à être un modèle explicatif un peu de ce qu'on peut observer. Mais ce n'est qu'une hypothèse. On ne l'a jamais confirmé. Et puis après, on arrive au temps des traitements. Au temps des traitements, j'ai ce schéma que vous connaissez probablement, qui a été toutes les hypothèses du traitement, c'est-à-dire à la fois d'essayer d'avoir un effet symptomatique, de ralentir la progression de la maladie, de maintenir la fonction, qui est quand même l'essentiel, et bien entendu de guérir. Mais ça, je crois qu'on se fait encore pas mal d'illusions là-dessus. Et le temps donc du traitement, je vous repasse les inhibiteurs de la cholinéstérase, et on arrive aujourd'hui à ces fameux médicaments anticorps monoclonaux qui sont pour l'instant, pour certains, acceptés au niveau de la FDA, qui sont en étude au niveau de l'EMA, la Commission européenne du médicament, et donc on verra si on les a. On va pas rentrer dans les détails. C'est pour moi, mon avis personnel, c'est pas une panacée. Mais j'aime bien montrer ça. Je suis un peu méchant parce que si vous regardez la courbe du bas, qui est la courbe de la DASCOG
avec le traitement par les anticorps monoclonaux et la courbe du haut qui est avec les inhibiteurs de la cholinestérase, je vous demande si vous arrivez vraiment à faire la différence entre les deux. Et c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est vrai que ça n'a pas vraiment des conséquences. La seule chose qui est vraie avec les anticorps monoclonaux, c'est qu'on nettoie les plaques d'amylose dans le cerveau, et on le voit. Mais c'est pas pour autant que les malades s'en trouvent complètement changés. Et les deltas que l'on observe sont quelquefois peu signifiants sur le plan clinique. Mais quand même, vous voyez qu'après on dit, mais si vous me changez, si vous me nettoyez les plaques, vous m'avez dit depuis 1907 que ces plaques d'amylose sont le hallmark, sont le marqueur de la maladie. J'ai un médicament qui les nettoie. Vous voyez dans vos IRM que vous ne les voyez plus. Et que le malade ne change pas, il y a bien un problème quelque part. Et donc, on refait le balancier sur est-ce qu'on a vraiment affaire à une maladie, est-ce qu'il n'y a pas autre chose, etc. Mais aussi, d'autre côté, et ça, je rends grâce aux épidémiologistes, on a aussi évoqué le temps de la prévention. Quand j'ai commencé dans les années 70, dire maladie d'Alzheimer, signe diagnostic, ça en était capable. Traitement, c'était complètement osé. Et alors, prévention, c'était encore plus osé. C'était aller retourner faire vos études. Et simplement pour rappeler, vous avez en haut ce qui est favorable et je vois même plus moi, et l'autre défavorable, mais c'est rappeler ce que nous apporte l'épidémiologie du parcours de vie. La prévention, ça se fait pas. Il y a Hélène Amieva qui est en face de moi, mais je pense qu'elle doit être assez d'accord avec moi. Ça se fait pas comme ça à un temps T donné. Et on voit bien comment les facteurs à la fois aggravants ou protecteurs vont intervenir au cours du parcours de vie et comment ces éléments-là, pour bien déterminer comment on pourra agir par des méthodes de prévention. Et puis, dans les méthodes de prévention, il y a aussi, dans les choses les plus récentes, il y a quelques années, c'était d'essayer d'intervenir sur plusieurs domaines à la fois. Et donc, il y a eu l'étude MAPT à Toulouse, mais il y a eu surtout l'étude Finger. Je ne veux pas réduire nos amis toulousains, mais il y a eu surtout l'étude Finger, qui était une étude finlandaise, qui a été un essai contrôlé à grande échelle, qui a montré qu'une intervention multidomaine basée sur les modes de vie peut réduire le risque de troubles cognitifs chez les personnes à risque. Donc, on essaye de faire ça, mais on essaye aussi d'organiser la société. Alors, la société, elle va s'organiser, je veux aller sans trop suivre, parce que je m'aperçois que le temps, mais c'est cool, c'est que les réponses ont été structurelles, en créant des hôpitaux gériatriques, en essayant d'avoir des unités qui font les choses. Mais au début, c'était pas ça. Au début, il fallait trouver des maisons de retraite. Donc, on n'avait plus de tuberculose. On vidait les sanas, on en faisait des maisons de retraite. En gros, c'était la dépendance, quoi. Et si on mettait les petits vieux à la campagne, c'était encore mieux. Ah, la campagne, c'est vachement beau. Mais le petit vieux qui vit dans son quartier à Paris ou dans la banlieue parisienne, il a aucune envie de se retrouver à la campagne. Donc, toute une série de réponses qui ont été faites à ce niveau-là. La gériatrie a bien entendu évolué, et ça, vous le savez très bien. Je veux juste rappeler que la Société française de gériatrie a été créée, et ça, je ne le savais pas, c'est en recherchant que je l'ai retrouvé, en 61. Ça fait quand même un bout de temps, quand même. Moi, j'avais l'impression que je voyais les premières réunions qui avaient lieu à Sainte-Périne de la Société française. Et je tiens à rappeler, parce que je vais vous montrer le bâtiment, que c'était aussi l'endroit où il y avait la France Alzheimer et France Parkinson. Et c'était cet endroit-là où on avait les premières réunions, les gens discutaient un petit peu sur l'organisation, comment on fait les choses. Et alors, vous savez que la gériatrie est devenue un DES, puis après un DES, et que maintenant, il n'y a plus une seule unité de formation et de recherche, UFR, qui n'est pas son professeur de gériatrie. Et de ça de façon pérenne, parce qu'au début, les professeurs de gériatrie, ça pouvait se compter sur les doigts d'une main. Et puis on arrive en 2007, où ça c'est un petit clin d'œil pour nos amis toulousains, où les deux ministres de l'époque, Xavier Bertrand et Philippe Bas, annoncent la création du premier gérontopole. Et vous le savez peut-être, mais ce gérontopole, il y a 15 jours, est devenu le premier IHU
autour du vieillissement de France. IHU, Institut Hospitalo-Universitaire. Et puis, In Memoriam, parce que c'est là où je travaillais au début. C'était la fondation de gérontologie. Elle avait été créée pour essayer justement d'être un centre de ressources au niveau national. Et ça a été fondé par un biologiste qui s'appelait François Bourlière et qui était un établissement qui était très intéressant, mais la Fondation nationale de gérontologie est disparu en 2013 par une décision de son conseil d'administration. C'est dans ces locaux que je disais qu'il y avait France Alzheimer, France Parkinson. Et si je reviens aux années 60, simplement pour dire que dans le plan d'organisation, j'aime bien reprendre ça, c'est dire qu'il y avait une évolution des politiques sociales aussi parallèlement aux personnes âgées. Depuis 1962, c'est le fameux rapport Larocque. Le fameux rapport Larocque, c'est le point de départ de la politique sociale. Et quand vous voyez ce que disait le rapport Larocque, c'est toujours la même chose. On a l'impression qu'on se répète en permanence. Changer le regard sur la vieillesse, développer la prévention, développer la coordination, mettre en œuvre une politique d'action médico-sociale qui privilégie le soutien à domicile. C'est des questions que, depuis maintenant quelques années, quelques décennies, on se pose toujours. Alors, sur les maladies neurodégénératives, il y a eu des choses. Loin de moi l'idée de ne pas dire ce qu'il y avait eu. Donc, c'est reprendre ces 20 dernières années, 23 exactement, puisque ça a commencé en 2000. En 2000, il y a eu d'abord un premier rapport qui a été fait par un de nos collègues qui était conseiller d'État et à la demande de Martine Aubry pour faire le point sur la maladie d'Alzheimer. Et je peux vous raconter qu'à l'époque, c'était un tollé. Comment? Le problème? Pourquoi on demande sur une maladie dont on n'est pas sûr qu'elle existe, et alors que le vrai problème des vieux, c'est le problème de la dépendance. Néanmoins, malgré ça, à la suite de ce rapport, il y a eu le premier plan Alzheimer en 2001-2003, et qu'on appelle le plan Kouchner, même si on n'a pas tellement l'habitude de donner le nom du ministre à ce moment-là. Puis ça a suivi par un deuxième plan en 2000, j'arrive même pas à me relire, 2004-2007. En 2007, c'est le plan Douste-Blazy. En 2007, il y a eu quand même, on voit bien qu'il y a eu quand même tout un mouvement pour essayer de faire considérer cette problématique par l'ensemble de la nation. Et l'Alzheimer a été déclaré une grande cause nationale en 2007. Et puis, on arrive au plan 2008-2012, qui était le plus structurant des plans. D'abord parce que la volonté du président de la République d'alors, qui s'appelait Sarkozy, et le responsable de ce plan, c'était Joël Ménard. Et surtout, il y a eu 1,6 milliard d'argent qui a été, je dis pas dépensé parce que tout n'a pas été dépensé, mais au moins il y a eu quelque chose d'important de fait au niveau des moyens mis en place, tant sur le plan du médico-social que sur le plan de la clinique, que sur le plan de la recherche. À la suite, donc, il y a eu une évaluation de ce plan. Il y a un type qui a évalué ce plan. Vous voyez son nom sur la diapo. Il a dit que c'était pas trop mal. Mais il a essayé d'élargir un peu à l'ensemble des maladies neurodégénératives pour essayer d'avancer. Et ce plan a suivi avec des effets aussi importants, mais avec beaucoup moins de moyens. Et tout ce qu'on a essayé, ça a été de maintenir un peu à niveau ce qui avait pu être commencé lors du plan 2008-2012, et c'est toute la question. À la suite de ça, il y a eu une évaluation qui a été faite par deux collègues, un de Toulouse et l'autre de Montréal, et le ministère a décidé de faire une feuille de route. J'ai bientôt fini. De faire une feuille de route, mais une feuille de route qui s'est arrêtée parce que, je le dis publiquement, comme ça avait été annoncé lors des assises du Issy-les-Moulineaux au mois de décembre, pas de financement,
pas de validation du ministère, ça ne sert à rien. Donc actuellement, on est dans un vide le plus complet. Donc tout ça quand même a porté ses fruits quand même. Je suis toujours un peu négatif. Je peux vous assurer que lorsque je présente à l'étranger, en Europe en particulier, ce qu'on a fait au niveau des plans, beaucoup de pays nous disent on aimerait bien faire la moitié de ce que vous avez fait, parce que même si je le fais de façon critique, il y a quand même des avancées qui ont été faites. Mais ça a permis de faire toute une série d'améliorations en termes de l'accès à un diagnostic. C'est pas encore l'idéal, mais c'est des améliorations, à l'optimisation des parcours, avec ce maillage du territoire français en consultation mémoire en CM2R, et centre de mémoire, de recherche et de ressources, d'essayer de développer l'optimisation du parcours depuis la non-diagnostic la plus précoce possible, en disant c'est là où il faut agir, et l'élaboration d'un projet de soins, la mise en place de l'aide aux aidants, l'accueil dans les établissements, les structures hospitalières spécialisées, l'hôpital de jour, les unités dédiées aux troubles du comportement, la gérontopsychiatrie, les longs séjours et rôle majeur des équipes soignantes spécialisées. Donc, on est arrivé quand même, depuis cette fameuse histoire de troubles psycho-intellectuels du sujet âgé, à faire en sorte que, d'une part, au niveau international, on a mieux compris les choses. On a encore beaucoup de questions, mais c'est aussi la science qui veut ça, de pouvoir se poser des questions et d'avancer. Peut-être des orientations vers des thérapeutiques médicamenteuses, vers des thérapeutiques non médicamenteuses, et puis d'organiser un peu plus les choses pour que le but final de tout ça, c'est pas de venir faire un topo à Limoges. Le but final de tout ça, c'est que ça change la vie des gens, ça change la vie des patients, ça change la vie des familles pour qu'ils puissent avoir des réponses face à leurs problématiques. Voilà, j'en ai presque terminé. J'avais juste une dernière diapo. Est-ce qu'on va arriver au temps de l'éradication ? Et alors, ça vient de sortir, c'est un article de Nature, où vers un futur, la maladie d'Alzheimer est stoppée avant l'apparition de la démence. Est-ce que c'est ça l'avenir? Peut-être que c'est vrai, et j'en serais heureux. Et nous en serions tous heureux. Et voilà comment mes 50 ans autour de ces problèmes, je vous le raconte de façon un peu comme ça, un peu passant du coq à l'âne, mais vous permettrez peut-être d'avoir une vision, fragmentaire certainement, hein, parce que chaque diapo mériterait un développement en soi. Et puis, je vous remercie de votre attention. Alors, Joël, un très grand merci. Je sais que tu es content d'avoir amené ta petite pierre pour nous rappeler qu'on a encore nos manches à retrousser et à nous battre pour continuer, parce que nous sommes nombreux à nous connaître depuis longtemps, à avoir participé aux divers plans, à avoir participé aux diverses réunions et à continuer à croire que c'est possible. Mais je pense que c'est possible. C'est vrai que le principe de réalité aujourd'hui est un peu décourageant, mais ta présence nous dit continuer et tu transmets ton pouvoir d'indignation et je t'en remercie. Bon après-midi à tous. Merci.